Amis de la dissidence, bonsoir. Ce soir, un programme très chargé. Je reçois, dans l'ordre, François Lalin, qui est accusé d'avoir entarté le camarade Curton de Saint-Denis, le commandant Bunel, qui n'est pour l'instant accusé de rien. Non, ça ne saurait tarder. Le camarade Goffman, qui lui non plus n'est accusé de rien, mais viendra nous parler de quelqu'un qui est accusé de quelque chose, c'est-à-dire Limonov, non pas Litvinov, mais Limonov. Présent. Le camarade Dor, genre camarade docteur, et le camarade Fersan, qui est à ma droite. Oui, Bonsoir Fersan. Voilà, pour être à la droite de Serge, il faut y aller. Il n'y a pas beaucoup de place. Et puis, la camarade Victoria, qui est revenue. C'est elle. Ils n'ont pas eu sa peau. Alors, l'émission va être un petit peu dure, on va dire des choses rudes, pour les gens qui ont fait qu'il faudra pour comprendre avoir fait ses études, comme dit je ne sais plus qui. Victor Hugo. Merci, voilà, c'est ça. Victor Hugo, poète français, on dit. Les pauvres. Et je vais préparer cette émission en vous citant, en prenant un petit cordial pour le voyage, donc 3 paroles de pape, ou de bienheureux. Parole de Léon XIII, qui a tant aimé la France: ne parlez jamais de la ruine et de l'anéantissement de la France dans le monde. La France nous est nécessaire. À travers ses désastres, ses déchirements, elle remplit encore sa mission. C'est toujours la fille aînée de l'Église. Pie X, en octobre 1903, chaque matin, ma première pensée est pour la France. Je prie tous les jours pour votre bien-aimée patrie, afin qu'elle reste digne du beau titre de fille aînée de l'Église. Et enfin, le bienheureux Ange d'Acry, capucin béatifié en 1925. Le 30 mai 1792, parmi les personnes qui venaient voir mourir le saint, se trouvait un Français. Dès que le bienheureux le sut, il s'écria: France, France, c'est Saint-Denis qui, par ordre de Marie, t'a apporté la foi. Rien ne pourra jamais la déraciner de ton cœur. Alors, avec ça, on est équipé pour le voyage, mais ça n'empêche pas qu'il va y avoir un petit peu de tempête dans les jours à venir, probablement. Et il faut dire que la France est un pays occupé, et que il faut vivre en pays occupé, c'est pas facile. On est exactement dans la situation des pays occupés et de la France occupée d'il y a 60 ans, puisqu'on a un gouvernement de collaboration qui collabore avec l'occupant, et une justice de collaboration qui collabore avec l'occupant, et donc il faut se faire une raison et entrer en résistance morale avant de pouvoir entrer en résistance autre que morale. Je voudrais vous citer un exemple de l'occupation. Vous ne l'avez pas entendu à la radio. Curieusement, le Premier ministre, 3 fois rien, n'a pas pipé mot à propos de cette affaire. Il aurait pourtant pu nous servir ses tartines habituelles sur le racisme. Eh bien, pas du tout, on l'a pas entendu. Alors voilà l'histoire, je vous la raconte, parce que si vous n'êtes pas lecteur du Parisien libéré, vous ne l'avez trouvé nulle part. Et encore du Parisien Seine-et-Marne Nord, parce qu'on peut pas dire que Seine-et-Marne Nord, parce que Seine-et-Marne Sud, rien. Donc voilà l'histoire. Dimanche, David, 33 ans, footballeur professionnel, rend visite à une jeune fille rencontrée 2 semaines plus tôt. Il raconte: je suis arrivé au bâtiment Argonne à Beauval pour rendre visite à une amie avec 3 bouquets de fleurs à la main. Pendant que je vérifiais son nom sur les boîtes aux lettres, un jeune de 18-20 ans m'a interpellé sur un ton très agressif. « Oh, que tu viens voir, toi t'es dans ma cité, on te connaît pas. » Bon. Puis il a appelé Mohamed, le frère de mon ami. J'ai senti l'embrouille, mais j'étais coincé dans le hall. Mohamed a vu les fleurs et m'a insulté et m'a mis un coup de poing dans la figure. Ils étaient 4, ils m'ont jeté à terre et m'ont tabassé. Coup de pied dans les côtes et le dos. Puis ils m'ont traîné dans l'ascenseur pour me conduire chez Mohamed. Devant l'appartement, j'ai réussi à m'échapper. J'ai dévalé les escaliers comme un fou. Et c'est alors que l'enfer a commencé. J'ai couru sur 200 mètres, mais mes 4 agresseurs ont rameuté du monde. Ils avaient la haine que je parvienne à m'enfuir. J'étais poursuivi par une quinzaine de jeunes. Un livreur de pizza en scooter m'a foncé dessus pour que je tombe. J'ai senti ma jambe se plier. Alors la meute m'est tombée dessus. Chacun y allait de son coup de pied. J'ai cru que j'allais mourir. Je ne m'attendais pas à me faire lyncher en apportant des fleurs. Il faut dire à qui il apportait des fleurs aussi, quelle idée bizarre. 35 minutes m'ont paru interminables. Un mineur de 17 ans m'a mis un coup de tête. J'ai une double fracture du nez. Il a été arrêté. La justice l'a remis dehors. Un autre m'a dépouillé de mes 2 téléphones portables, de ma montre, de ma gourmette en or et de 40 € en liquide. Le journaliste lui dit: à quoi devez-vous votre salut? Je m'entraîne 3 heures par jour. Mon niveau sportif m'a sauvé la vie. Et alors là, écoutez, parce que vous allez voir ce que c'est que ces occupants. C'est même pas des êtres humains. C'est des fauves. Écoutez ça. À un moment, ils ont commencé à se battre entre eux.
Forcément, il y en avait un qui avait dû piquer le téléphone, l'autre le deuxième téléphone, il y en a un piqué la montre. Oh, donne-moi la montre, attends, quelle est, dedans, ta mère. Et ils se sont battus entre eux pour piquer la montre et le téléphone et le fric. Ça fait irrésistible. Et la gourmette en or. À un moment, ils ont commencé à se battre entre eux. J'en ai profité pour courir jusqu'au carrefour près du commissariat et je me suis évanoui. Je suis allé jusqu'au bout de moi-même comme je peux le faire dans un match de foot. Quelles séquelles regardez-vous aujourd'hui ? J'ai 15 jours d'ITT, interruption temporaire de travail provisoire. Je dois me faire opérer du nez. Mardi, je vois un chirurgien pour savoir si ma cheville endommagée doit être également traitée. Et psychologiquement, alors là, écoutez, ce garçon, il a 33 ans. Hein. Alors, il s'est fait casser la gueule, bon, c'est clair. Mais il y a, on est en 2002, donc il y a 80 ans, il y avait des gars de son âge qui essuyaient à Verdun un déluge de bombes et d'obus toute la journée. Hein, et qui après partaient en permission et qui venaient se faire casser la gueule au feu. Alors voilà, ce garçon de 33 ans, ce qu'il nous dit. Parce qu'il s'est fait casser la figure. Depuis une semaine, je dors avec la lumière allumée. Le psychologue me dit que je suis solide. Qu'est-ce que ça serait s'il n'était pas ? Sportif, mais que je dois être entouré. Mon meilleur ami m'héberge. C'était un acte de violence gratuite et je ne souhaite pas à mes agresseurs de vivre ce que j'ai subi. Alors qu'au contraire, ils devraient leur souhaiter de subir 10 fois plus. Voilà. Je ne suis pas prêt de recommencer à offrir des fleurs à une femme. Donc, mesdames, vous avez compris, vous êtes toutes dans le coup. Hein. Il n'y a aucune précision. À une femme, voilà, il ne faut pas offrir des fleurs à une femme. Parce qu'autrement, on se fait battre par des jeunes. Alors, il faut décoder la presse maintenant. Alors, par comparaison, vous avez vu cette histoire, le gars, le beurre de 17 ans qui lui a éclaté la tête, écrasé le nez à coups de tête, il a été immédiatement remis en liberté. Alors maintenant, je me tourne vers François Lalin, à qui je vais demander de me raconter ce qui lui est arrivé à lui. Vous avez été accusé d'avoir fait partie du petit groupe de royalistes qui est allé coller une tarte à la crème, je précise, pour une lectrice qui croit qu'une tarte, ça veut dire qu'on l'a giflé. Une tarte à la crème, c'était vraiment de la crème ou c'était de la mousse à raser ? Non, c'était de la mousse à raser. Ah bon, tant mieux. On a pris quelques précautions. Bon, la difficulté était d'approcher au cas où il aurait été la personne avec discrétion. Donc bon, effectivement, le lendemain, on a été interpellés. Enfin, donc deux camarades ont été interpellés chez eux, perquisition, saisie des ordinateurs. Le surlendemain, ils étaient chez un autre camarade et chez moi-même. Attendez, répétez ça. Saisie des ordinateurs. Oui, saisie des ordinateurs. Parce que ils ont dû programmer l'entartage sur ordinateur. Ils ont pris l'ordinateur portable, l'ordinateur principal chez moi, un appareil photo numérique qui effectivement aurait pu servir à la photographie, puisque effectivement, comme beaucoup de gens, la photographie est apparue sur Internet. Excusez-moi, vous n'avez pas dit qui a été entarté. Alors, tout à fait. Il y a des gens qui sont peut-être pas au courant. Tout à fait. C'est le curé de la basilique Saint-Denis qui a été entarté, le fameux curé donc qui est à l'origine du mouvement des clandestins que nous connaissons aujourd'hui, et qui a invité sciemment des dizaines ou je crois même des centaines d'immigrés clandestins hors la loi, illégaux, hors la loi, à occuper la basilique Saint-Denis, qui est tout de même la basilique dans laquelle reposent nos rois de France. Donc en tant que professeur d'histoire-géographie, surtout d'histoire d'ailleurs, j'ai pensé qu'il s'agissait là d'une insulte à toute l'histoire de France. Pas seulement, je n'ai pas réagi en tant que royaliste. D'ailleurs, je ne suis pas réellement royaliste, mais j'ai réagi simplement en tant que Français qui tient quand même au patrimoine historique, tout simplement. Alors, à la suite de ça, donc, perquisition chez vous, confiscation des ordinateurs. Oui, 6 personnes, c'est la brigade criminelle de Bobigny, donc est intervenue. La brigade criminelle de Bobigny qui n'a évidemment que ça à foutre, parce que comme chacun sait, Bobigny est un havre de paix. Oui, surtout à Bobigny. Alors bon, les policiers sont montrés assez corrects, si je puis dire. Politiquement, ils nous ont fait comprendre que c'était pas vraiment leur tasse de thé. Bon, c'était pas non plus la peine de discuter avec eux. Je pense qu'en Seine-Saint-Denis, s'ils n'ont toujours pas compris notre démarche, les racailles se chargeront de leur faire comprendre tôt ou tard. Donc, on n'a pas vraiment discuté avec eux. Je crois que c'était pas vraiment la peine. Et puis j'ai appris donc qu'hier ils étaient intervenus à nouveau. Ah, vous êtes passé 48 heures en garde à vue. Oui, effectivement. Oui. 48 heures en garde à vue. 48 heures en garde à vue. Donc, pour avoir entarté avec de la crème à raser, un cureton. Voilà. Et je précise bien que le curé n'a subi aucune violence. Et contrairement à ce qu'on laissait prétendre les journaux, Le Parisien de Seine-Saint-Denis notamment, où on parle de militants nazillons qui se sont rués sur le curé, l'ont violemment pris à partie, l'ont aspergé de gaz lacrymogène. J'insiste bien, le curé
curé n'a subi aucune violence. Alors effectivement, il y a un jet de gaz lacrymogène qui est parti, mais c'était sur le parvis de la basilique. Et là, ce qui s'est passé, c'est que un bedeau et un paroissien nous ont poursuivis, je dirais, à quelques mètres, évidemment, avec quelques précautions, en hurlant au fascisme et à l'assassin, jusque dans la station de métro. Alors, effectivement, on a pris le métro à la station Saint-Denis-Basilique, et là, ce paroissien, qui avait quand même une verve assez importante, n'a cessé d'interpeller les gens pour leur demander de nous arrêter. Donc, tous les musulmans qui étaient sur le quai, il y en avait quand même une certaine quantité, écoutaient son discours, et lui interpellait les musulmans en appelant à se saisir de nous pour nous ramener au poste de commissariat. Donc on a trouvé que c'était un petit peu évidemment cavalier de sa part. Ceci dit, bon, moi je l'ai pas laissé parler, si vous voulez, j'ai parlé autant que lui, pour essayer d'un petit peu de noyer le poisson. J'étais bien obligé je le traitais, bon, si vous voulez, d'antisémite, de raciste. C'était la seule possibilité que nous ayons pour nous en sortir. Parce que lui, effectivement, il était dans un milieu qui était conquis. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt la suite policière et juridique des événements. Alors, donc, nous avons été, à l'issue de ces 48 heures, on a été présentés devant un juge d'instruction. Le parquet requérait contre nous, donc, 3 chefs d'inculpation, à savoir violence en réunion avec préméditation avec arme. 2e chef d'inculpation, association de malfaiteurs. Et 3e chef d'inculpation, incitation à la haine raciale, sachant que ça, c'est les assises, hein. C'est pas la correctionnelle, c'est les assises. Alors, le juge d'instruction n'a finalement retenu que le violence en réunion avec préméditation avec arme. Le parquet requérait aussi contre nous donc la détention préventive, ce qui n'a pas été le cas. Enfin, moi, je suis en tout cas en sous contrôle judiciaire, mais le parquet a fait appel et je risque la prison le 18 octobre puisque je passe en audience du fait que le parquet fasse appel de la décision du juge d'instruction. Voilà, je risque la prison simplement pour avoir appliqué sur les joues du curé quelques mousses à raser. Voilà. Voilà, c'est ça. Si vous croyez encore à la justice en France, vous savez, il faut, à mon avis, vous faire soigner rapidement parce que là, ça commence à devenir pathologique, quoi. Comparer ce qui a été fait à Patrick Lalin et à ses amis avec le traitement qu'ont subi les fauves, les racailles qui ont massacré ce jeune footballeur à Beauval parce qu'il avait porté des fleurs à une beurette. Faut dire, quel imbécile, mais vraiment, il n'y a pas assez de filles de chez nous pour aller draguer dans les territoires occupés des filles d'occupants. Enfin, c'est de la folie, quoi. C'est vraiment, bref. Et ben, eux, ils sont en liberté alors qu'ils ont massacré un type. Et vous, qui vous êtes contenté de préparer au rasage un curé qui doit raser tous ses paroissiens tous les dimanches avec ses sermons filandreux, eh ben vous risquez d'aller en prison. On a l'impression d'être des parias maintenant. Les patriotes français, les nationalistes sont des parias dans leur propre pays. Exactement. Donc on a vraiment l'impression d'être pourchassés. Donc je dis bien que nous sommes dans un pays occupé dont le gouvernement, la justice et la police sont un gouvernement, une police et une justice de collaboration. Et ça, un jour, il vous arrivera, mes enfants, je vous le dis, ce qui est arrivé aux collaborateurs il y a 60 ans. Exactement. On vous traitera de la même manière. Faut le savoir. Comme ça, vous ne pourrez pas dire que vous n'avez pas été prévenu, hein. Vous avez encore le temps de vous racheter. Alors, à la vitesse où vont les choses, on peut se demander si Notre-Dame de Paris, finalement, ne sera pas un jour, et même très prochainement, occupée par les immigrés clandestins, quoi. C'est du domaine du possible. Ça fait partie du projet, ça fait partie du projet des gangs mafieux qui exploitent la misère des immigrés illégaux en France. Alors qu'est-ce qu'on fera ce jour-là ? La question est là. Moi, j'interpelle un petit peu les présidents d'associations et de partis politiques. Qu'est-ce que l'on fera lorsqu'ils occuperont Notre-Dame de Paris ? Eh bien, on fera ce qu'on a fait là, c'est-à-dire qu'on fera comme... on lèvera le petit doigt et on dira, vous comprenez, on ne peut pas s'en prendre à l'abbaye sacerdotale, c'est un manque de respect pour l'abbaye sacerdotale. Moi, je veux bien, le premier qui manque de respect à l'abbaye sacerdotale, c'est ce Curton qui est un agent communiste et qui utilise ses fonctions les apparences de fonctions qu'il a pour faire du travail de subversion. Et l'Église de France est pourrie par des gens comme ça, qui se servent de leurs apparences pour pourrir la tête des fidèles. Et on entend les fidèles te dire des discours, encore une fois, de collaboration. Et donc si ça sert à ça, eh bien, il faudra le savoir. Et d'ailleurs, il faut reconnaître une chose, c'est que l'administration ecclésiale en France a toujours joué ce rôle. Ça a toujours été la collaboration avec les puissances en place. Toujours. Voilà. Des messages. Dans quel numéro du Parisien avez-vous lu l'article ? Lundi ou mardi ? Attendez, je m'en vais vous le dire dès que j'aurai... Il est où ? Ah oui, voilà. Alors, il est du 7 octobre 2002.
Parisien, Seine-et-Marne, Nord. Donc c'est celui de lundi. Rappelez-vous que le recteur, c'est Bosquet, non, Peu importe. enfin de Saint-Denis. Rappelez-vous que le recteur de Saint-Denis, Berger, me semble un très mauvais pasteur. Pourquoi avoir envoyé des photos de l'entartage au site internet proche du Bétard, SOS Racaille? Parce que nous n'avions pas le choix, c'était en l'occurrence, bon c'est un petit peu délicat, mais... Parce que c'était le seul moyen de le faire diffuser. Exactement, Voilà. c'était le seul moyen de le diffuser. Si Serge de Bécquet, je pense que nous sommes en pays occupé, il y a une personne qui n'est pas d'accord avec lui. Marine Le Pen a déclaré que M. Raffarin allait dans le bon sens. No comment. Elle a aussi déclaré que la loi sur l'avortement était une excellente chose, et elle a été également l'avocate d'un immigré hors la loi dont elle a obtenu le maintien en France. Alors, c'est son droit le plus strict. Je veux dire, ça vraiment, si Marine Le Pen pense que l'avortement est une bonne chose, que l'occupation par des immigrés hors la loi est une bonne chose, et que Raffarin a fait une bonne politique, elle a parfaitement le droit de le penser, et elle a d'autant plus le droit de le penser d'ailleurs qu'il y a une majorité de Français qui pensent la même chose. La preuve, c'est que Raffarin est Premier ministre. Bon, c'est tout, voilà. Parce que donc j'ai absolument aucun commentaire à faire sur les opinions de mademoiselle Marine Le Pen, qui ne représente qu'elle-même. Si son père disait ça, ça me gênerait beaucoup, parce que son père représente quand même un grand parti de la droite nationale et patriotique. Mais elle représente absolument rien, donc pour tout vous dire, je me balance complètement de ce qu'elle peut raconter, voilà, pour être clair. Un auditeur pose une question. Monsieur Raffarin va-t-il improviser une conférence de presse pour stigmatiser le racisme d'Azzedine Berkane, qui a perpétré un attentat contre le maire de Paris, capitale de la France? Attention, le monsieur en question n'est pas raciste, il est homophobe. Ça devient presque aussi grave que raciste. Sur le sujet, c'est tout. Voilà. Bien, François Lana, merci de ce témoignage en ligne directe. Et puis, je vous libère, moi. Okay. J'espère que la justice fera la même chose. Docteur, si vous voulez prendre la place de François. Alors, bien entendu, on va dire un mot de l'affaire Patrick Henry, parce que il y a quand même dans la vie, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles, il y a aussi des bonnes nouvelles. Et alors, l'arrestation de Patrick Henry, avec 10 kilos de cam dans sa bagnole, 10 kilos de cam qu'il est allé acheter à Tanger, qui se fait piquer en Espagne avec son petit matériel, je trouve ça absolument délicieux. Bon, alors, naturellement, ça donne lieu au concert habituel des pleureuses. Oh là là, mais c'est terrible, parce que ça va empêcher la justice de libérer d'autres criminels. Tu parles, ça va rien empêcher du tout, parce qu'ils vont continuer exactement comme par devant. Simplement, ce que ça nous permet de dire, c'est que, d'abord, comme le fait remarquer Patrick Goffman, je dois dire, Patrick, avec une clairvoyance rare dans la presse. Il fait remarquer ça dans le numéro 272 du Libre Journal, daté du 18 septembre. Il y a bientôt un mois, quoi. Et alors, il expliquait que... Parce que parmi les gens qui ont été accablés par la faute, l'erreur, la trahison, disent-ils, de Patrick Henry, il y a l'imprimeur qu'il avait embauché, qui s'appelle Charles Corday, imprimeur à Condé-sur-Noireau. Charles Corlay. Corlay. Ah oui, pas Charlotte. Charles Corlay, imprimeur à Condé-sur-Noireau, qui avait embauché Patrick Henry, alors qu'il y a des milliers de gens qui cherchent du boulot, comme... il était secrétaire de rédaction, c'est comme ça qu'il avait embauché. À 1100 € par mois. Voilà, bon. Il y a plein de gens qui cherchent du boulot. Non, lui, il embauche Patrick Henry. C'est très bien, d'ailleurs. C'est un philanthropique. Et alors, Patrick Goffman ayant lu un bouquin merveilleux, hélas disparu aujourd'hui, qui s'appelle Jérôme Patureau à la recherche d'une position sociale, de Louis Roybeau, qui était paru chez Calman Lévy au XIXe siècle, il avait relevé... Calman Lévy, l'éditeur de Patrick Henry. L'éditeur de Patrick Henry, comment on se retrouve? Oui, c'est drôle. Il avait relevé ces quelques lignes qu'il citait donc dans le numéro 18 dans le numéro 18 septembre du Libre Journal à propos de Patrick Henry. Louis Roybeau écrivait: quand on a épuisé la coupe des déboires terrestres... Excusez-moi, ça se passe sous Louis-Philippe, c'est ça? C'est ça. Les malheurs de Charles Corlay sont annoncés sous Louis-Philippe. Quand on a épuisé la coupe des déboires terrestres, on se fait philanthrope, et souvent cela réussit. J'en essayais. Je me déclarais l'ami, le patron des détenus. Je recherchais les beaux, les grands criminels, en les conjurant de vouloir bien m'honorer de leur amitié, à l'exclusion des philanthropes en vogue. Je parvins ainsi à en embaucher quelques-uns et à les atteler à mon char.
Je conduisis à l'échafaud un parricide avec un succès qui fit du bruit. Je fondais la philanthropie romantique. Que leur manquait-il à ces victimes de la justice terrestre? Le sentiment de leur dignité et un peu de confiance en eux-mêmes. On croit lire Guigou, Badinter, ma mère, le curé, le père Marie-Dominique. Maître Leclerc, ne l'oubliez pas. Maître Leclerc, ne l'oubliez pas. Tous ces gens qui sont très étonnés de découvrir que les assassins sont des assassins, les criminels des criminels, les violeurs d'enfants des violeurs d'enfants. Ils sont étonnés. Alors on a l'impression de dire ça a été écrit il y a plus d'un siècle. Donc ils continuent. Le sentiment de leur dignité, un peu de leur confiance en eux-mêmes. Je leur rendis tout cela en les admettant dans mon intimité, en les conviant à ma table. Il est vrai que le premier qui me fit cet honneur emporta la montre de Malvina et 2 couverts d'argent, mais c'était un jeune homme de 18 ans et cette inadvertance est très explicable à un pareil âge. Quoi qu'il en soit, Malvina, qui regrettait ses objets mobiliers, ne voulut plus entendre parler de cette intéressante population, de sorte que je ne fis guère que traverser la philanthropie. Je pense que Madame Corlet, je sais pas si elle s'appelle Malvina, mais elle a dû elle aussi, parce qu'elle tient à ses objets mobiliers, dire à son mari qu'elle ne tenait pas à continuer à fréquenter cette intéressante population. En tout cas, lui, il a dit qu'il en avait ras-le-bol de faire travailler des malfaiteurs. Qui n'était d'ailleurs pas admise dans l'entreprise. Charles Corlet ne poussait pas la philanthropie si loin que de l'admettre dans l'entreprise à Condé-sur-Noireau, qui était à une quarantaine de kilomètres de Caen, et Patrick Henry travaillait à domicile à Caen. Alors on apprend en lisant les nouvelles de cette affaire qu'il avait une Honda. Il est allé à Tanger acheter sa cam avec une Honda. Alors moi j'ai pas de Honda, j'ai d'ailleurs pas de voiture du tout, Patrick non plus, je sais pas. C'est quand même extraordinaire, ce type est sorti de tôle il y a 1 an. Il a un boulot, un appartement HLM, une voiture. Enfin, ne faites pas l'innocent, Serge. Vous savez pertinemment que les éditions que le groupe achète, Paris Match et Kalman Levy, lui ont versé 100 000 euros d'avaloir. Vous faites semblant de ne pas le savoir. Oui. Moi, alors je sais pas. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir 100 000 euros d'avaloir? Quel est l'imbécile qui avait dit que le crime ne rapportait pas? Bah voilà. Alors, en plus, c'est intéressant quand on lit les journaux, on s'aperçoit que il a été mis en examen après avoir été arrêté pour atteinte à la santé publique, mais pour rébellion. C'est-à-dire que quand les flics ont trouvé la cam dans sa voiture, il a dû se débattre et essayer d'en sécher 1 ou 2. Par contre, ce qu'on ne lit pas dans les journaux, en tout cas pas dans le Monde, c'est que sa comparution pour un vol au palais de justice de Caen le 22 août dernier a donné lieu de sa part à des violences contre la presse. Il a notamment jeté à terre et blessé une photographe de l'AFP. Et ça, le Monde le passe sous silence. Je ne sais pas pourquoi. Personne n'en a parlé à part le livre au journal, je crois, de cette agression contre la journaliste de l'AFP. Et alors, le Monde écrit pour l'anecdote, parce qu'il faut quand même c'est pour l'anecdote, Patrick Henry devait aussi se rendre mardi après-midi à l'enregistrement de l'émission de Mireille Dumas, Vie privée, vie publique. Donc il était en passe de devenir une espèce de personnage mondain. Alors maintenant, c'est plus Patrick Henry, c'est Philippe Maurice, c'est ça qui... Oui, Philippe Maurice, pas la cigarette, l'assassin de policier, pas l'assassin, parce que je crois pas qu'il y avait de préméditation dans ce cas, je sais plus, enfin. Bref, en tout cas, ce garçon qui avait tué un policier, qui lui a été remis en liberté aussi, et qui au moins ne fait pas parler de lui, sinon en publiant des livres, ce qui ne gêne personne. Donc il va devenir la super vedette maintenant. Patrick Henry lui a volé la vedette. Ce qui est drôle aussi, c'est qu'il allait intituler son livre « Vous n'aurez pas à le regretter ». Ça oui, sans le mot regrette pas. Et alors, je disais tout à l'heure à Patrick en lisant cet article que les journaux maintenant, on devrait les écrire avec des tampons encreurs. Vous savez, il y a des trucs qui sont tellement convenus que c'est même plus la peine de réécrire. La phrase, elle a été publiée 100 000 fois, donc on fait un tampon encreur, on la tape. Mais c'est normal, puisque de toute façon, c'était dans les mémoires d'ordinateur. Voilà, bon. Lettres, voilà, il y a toute une phrase. Exactement, il y a une phrase qui sort. Parce que apparemment les policiers ne font pas quand ils tapent des procès-verbaux. J'ai regardé l'autre jour une émission à la télé, je dis enfin il y a quand même un raccourci. Ils tapent pomme Z ou pomme Y et normalement le truc devrait ça. Non, ils retapent exactement la même chose éternellement. Donc ils mettent une demi-heure pour faire un procès-verbal. Faudra leur expliquer que le copier-coller ça existe aussi. Oui, bon, alors ça, je vous laisse ce soir. Ceux de la DST le savent, hein, je peux vous le dire. Alors en tout cas, on interroge les voisins naturellement de Patrick Henry. Alors qu'est-ce qu'on apprend? Eh bien, on apprend qu'il s'était installé dans un appartement HLM du centre-ville de Caen et semblait mener une vie tranquille, bien entendu, évidemment. Ses voisins de la rue de Bretagne évoquent, alors là, c'est là qu'on met le coup de tampon en creux, un homme charmant, d'une extrême discrétion, sans histoire, voilà. Chaque fois qu'il y a un assassin, un voleur, un violeur, etc., on découvre que les voisins considéraient que c'était un homme charmant. Ce qui est intéressant, ça montre que dans l'imaginaire collectif,
Un assassin, c'est un mec. L'assassin typique, c'était comment il s'appelait le type qui avait essayé de faire sauter l'avion avec ses semelles. Richard Reid. Alors lui, quand on a vu la photo, on dit putain quelle belle gueule d'assassin. Alors lui, vraiment, il a la tête de l'emploi. Il était échevelé, hagard, avec les yeux exorbités, mal rasé. Bon, et celui-là, voilà. Bref, il sortait d'une garde à vue du FBI. Ce qui n'avait pas empêché qu'on a laissé rentrer dans l'avion d'ailleurs, avec sa tronche de fou furieux. Bien. Enfin voilà, donc Patrick Henry est retourné à l'endroit dont il n'aurait jamais dû sortir, mais quand même, cette affaire montre une chose. La leçon qui me paraît intéressante de retenir de cette affaire, c'est que pendant 25 ans, Patrick Henry a été à la disposition, sous les yeux, des gardiens de prison, des magistrats, juges d'application des peines, des visiteurs de prison, des psychologues de prison, des aumôniers de prison, des psychiatres de prison, des commissions de mise en liberté. Ils l'ont examiné sous toutes les coutures, ils l'ont regardé du haut en bas, du bas en haut, de gauche à droite et en travers. Ils ont analysé son comportement, ses propos, ses écrits. Au bout de 25 ans, ils ont dit ce type est guéri, on peut le remettre en liberté. À peine remis en liberté, il commet un vol, il casse la gueule à une journaliste, il commence à se lancer dans le trafic de hache. Ça pose quand même une grande question sur la compétence des gens qui sont chargés de décider de ça. Moi, ça m'inquiète beaucoup, vous comprenez ? Parce que c'est des gens, il y a des fonctionnaires qui sont payés pour décider si on peut remettre en liberté ou pas un détenu s'il présente un danger pour la société. Et ils vous disent non. Ce type, il a commencé sa carrière criminelle en tuant un enfant de 7 ans, et il termine, j'espère, sa carrière criminelle en achetant du matériel de la drogue pour tuer des enfants de 17 ans. Toute sa vie aura été consacrée au massacre des innocents, quoi. Et il y a encore des gens pour dire « Ah, c'est dommage, ah, quand même, il était sérieux, sympathique et tranquille. » Et pas un seul s'interroge sur le fait qu'il y a... cette affaire apporte la preuve qu'il y a des gens qui sont intrinsèquement mauvais, qui sont des serviteurs du démon, des serviteurs de Satan. Ils sont mauvais, point à la ligne. Ce type a trompé tout le monde pendant des années. Et je me souviens, à Minute, on avait publié il y a des années un article, parce que l'aumônier de la prison où était Patrick Henry avait dit je l'ai vu, il s'est racheté, enfin il a évolué. Il faut savoir une chose, c'est que le lendemain du jour où il est entré en prison, il a fait venir l'aumônier pour lui dire qu'il avait compris. C'est quand même il a mis une nuit à comprendre, le gars. Quand il a su qu'il était en tôle à perpète, il s'est dit maintenant ça y est, j'ai compris. Et alors il y a une expression chez les détenus. Enfin, c'était Alphonse Boudard qui m'avait raconté ça. Il y avait une expression qui disait il bat les mystiques, c'est-à-dire il fait semblant d'être mystique. Et donc Patrick Henry, il a commencé à battre les mystiques le lendemain de son incarcération. Il a fait son numéro pendant 25 ans. Pendant 25 ans, l'aumônier, le père Marie-Dominique, la sœur, la religieuse qui s'est occupée de lui, et on se sont battus comme des diables, si j'ose dire, dans des bénitiers pour le faire sortir de tôle. Ce type est un vicieux, c'est un pervers. C'est le pire des pervers, puisqu'il fait semblant d'être religieux, parce qu'il a compris que c'est par là que ça passait, dans une société qui est complètement déreligiosée, si j'ose dire. Il l'a compris d'autant mieux qu'il avait sauvé sa tête, non pas grâce à la plaidoirie de Badinter, comme on le répète sur tous les tons, mais Serge, je vous laisse poursuivre, puisque c'est vous qui m'avez révélé. L'intervention de Monseigneur Fauché, qui à l'époque était l'évêque de Caen, et qui était intervenu personnellement auprès de 2 des jurés, en leur disant « Je vous interdis, en tant que catholique, moi en tant qu'évêque, je vous fais interdiction de voter la peine de mort pour Patrick Henry. » Ça a été révélé récemment à la télévision par un des 2 jurés qui est venu et qui a dit « Maintenant, je peux en parler, il y a prescription. » C'est l'évêque qui nous a interdit de voter la peine de mort. Et on a donc fait rater la condamnation à mort. Et Badinter n'est pour rien dans cette histoire. J'ai entendu Maître Leclerc qui disait que c'était pas parce que Patrick Henry avait fauté qu'il fallait pour autant arrêter de remettre en liberté des criminels de longue peine qui sont amendés. Alors je me dis à Maître Leclerc, je vous offre, Maître, une occasion de rattraper le tir et de libérer un détenu qui, je vous le garantis, ne récidivera pas. Il s'agit évidemment, tout le monde l'a compris, de Michel Lajoie. Je vous garantis qu'il ne fera plus ce qu'il a fait. Lajoie, je le répète, Lajoie n'a tué personne. Lajoie a posé, manipulé par un service spécial, a posé un pétard, un gros pétard dans un bistrot. C'est hôtel de clandestins et centre de trafic de drogue, faut le préciser. Il n'y a eu ni blessé, ni tué naturellement.
Et il a pris 20 ans de prison ferme. Il est en taux combien? Non, il a pris perpétuité avec 18 ans incompressibles. Pardon. Voilà, perpétuité, 18 ans incompressibles. Et les premiers mots du procureur ont été lors du procès: je n'ai qu'un seul regret, c'est que la peine de mort ait été abolie. Et il n'avait tué personne, rappelons-le. Voilà. Ils aiment bien dire ça, les procureurs. Bon, à propos de Patrick Henry, je crois que j'ai un petit message. Oui. Une autre information dissimulée à propos de Patrick Henry. Il avait fait du trafic de drogue en prison. Le Monde n'en a parlé qu'aujourd'hui. Le Monde y fait une très douce allusion. Ouais. C'était une drogue douce, alors? Oui, probablement. C'est pour ça qu'ils l'ont viré de prison, parce que finalement, il plantait la merde. Mais c'est ça, enfin, comment dirais-je, il avait une mauvaise influence sur ses co-détenus. Bah, moi, on m'a bien viré du loft parce que je mangeais trop. Hein. Ah oui, le loft, alors qu'est-ce que c'est, Pierre-Henri Bunel, le loft? Bah, le loft, c'était le lieu de stage où j'étais, dans le 14e arrondissement de Paris, la maison d'arrêt de la santé. Vous cherchez à récupérer la santé. Bah voilà. Alors, on va en parler dans peu d'instants. Je signale que... Oui, je vous dis autre chose, mais pour ne pas développer l'actualité indéfiniment, il y a un truc très rigolo, c'est qu'on envisage maintenant... Enfin, on vient de poursuivre un patron de bistrot parce qu'un type bourré en sortant de son bistrot a eu un accident de voiture et a tué trois personnes. Donc on poursuit le patron du bistrot. Et l'autre jour, j'entendais que on poursuivait les clients des prostituées. Alors moi, je veux bien, personnellement, ça me gêne pas du tout, étant donné que je bois pas et que je vais pas voir les filles. Mais donc je risque rien. Mais non, mais je fais d'autres choses, mais pas celle-là. J'écris des choses interdites, je lis des livres interdits. Je lis par exemple les ouvrages d'un professeur fameux. Et alors là, c'est très très grave, ça. Bon. Et alors, ça c'est dangereux et grave. Mais non, boire et bon, ça pas. Mais alors, moi je veux bien qu'on arrête les patrons de bistrot dont les clients provoquent des accidents de voiture et qu'on arrête les clients des prostituées. Mais il faudrait m'expliquer au nom de quelle logique. En ce qui concerne, par exemple, le hakik, la détention de hakik pour son usage personnel et l'achat de hakik n'est pas poursuivi. Pas du hashish. Le hakik, c'est plus rigolo, ça me fait rire. Un humoriste qui avait lancé l'expression. Oui. Alors, donc, ça veut dire que si vous vendez de l'alcool et qu'un de vos clients meurt, enfin, provoque un accident, vous allez en prison. Si vous vendez votre corps, c'est votre client qui va en prison. Si vous vendez du hashish, c'est vous qui allez en prison. Moi, j'aime bien tout ce qu'on veut, mais enfin, il faudrait quand même un peu de logique là-dedans. Et vous savez qu'aux États-Unis, Philip Morris a été condamné à une amende astronomique. Encore ? Oui. Pour une femme qui avait un cancer, c'est une amende qui se chiffre en millions d'euros. 28 milliards de dollars. Philip Morris, mais il est partout. Il est partout. Et mais non content de tuer des policiers en France, il empoisonne par une femme qui avait un cancer, mais comme personne lui a mis un pistolet sur la tempe en lui disant tu vas finir le paquet. Voilà, on a une petite pensée pour Delanoë, quand même, faut le dire. Ouais. Non, il y a encore une chose, la généralisation du mensonge automatique. 10 minutes après le matin de l'agression, d'abord on nous dit que c'est sans gravité. 2 heures après, on nous dit que c'est un petit peu plus grave qu'on le pensait. Maintenant, on sait qu'il est pratiquement subclaquant. Il a été touché à l'estomac, à l'intestin, au foie, à l'aorte. On nous a dit que dans une semaine, il reprendrait ses fonctions. Maintenant, on nous dit que dans une semaine, il sortira peut-être de réanimation et qu'après, il y aura plusieurs semaines de convalescence et tout. Donc, sur le fond, ça, vraiment, je m'en fous, voilà, aussi simple que ça. Mais ça montre qu'on nous ment systématiquement sur tout. Le mensonge est absolument universel et constant. Quel que soit le sujet, le mensonge est là. C'est quand même assez étonnant. À quoi ça sert de mentir sur la gravité de l'attentat qui a été porté contre Delanoë? À rien, on s'en fout. On s'en fout absolument que ça soit grave ou pas grave. L'immense majorité des Français s'en foutent. Pourquoi on ment? Parce que c'est un Maghrébin qui a fait le coup et que, par définition, quand un Maghrébin fait un coup, c'est pas grave. Il faut l'atténuer. Alors, maintenant, il y a l'histoire exactement la même chose avec le Limbourg. Et je me tourne maintenant vers le commandant Bunel qui nous a rejoints. Le Limbourg, il y a maintenant 2-3 jours que c'est arrivé. 3 jours, oui. 3 jours. On continue à nous dire qu'on ne sait pas si c'est un attentat. On voit le commandant du bateau qui vient et qui dit « Bien sûr, c'est un attentat, on a vu arriver la barge chargée d'explosifs, elle a explosé au contact. J'ai vu la colonne de flammes et de fumée monter de l'extérieur du bateau et tout. Moi, je vous dis, c'est impossible que ce soit un accident. »
et puis qui s'arrête et qui dit « Je ne peux plus vous parler, on m'interdit de vous en dire plus ». Les marins, c'est pareil, les midship, c'est la même chose. Donc tous les gens qui sont les témoins directs de la chose vous disent « C'est un attentat ». Et les médias, et les porte-paroles officiels, enfin les experts prétendument officiels, disent on ne sait pas, on va voir, on va... Bon, et j'ai entendu, je ne sais plus quelle station de télévision, alors que à la télévision, on voit les images où visiblement l'explosion vient de l'extérieur, puisque les tôles sont tournées à l'intérieur. C'est caractéristique. Et bien sûr, je crois que c'est LCI qui a répété hier soir toute la soirée, je ne sais pas pourquoi on a regardé LCI toute la soirée hier, que ils avaient une photo, et alors on nous montrait la photo sur laquelle on ne voyait absolument rien d'ailleurs, qui montre que les tôles sont tournées vers l'extérieur et qu'il s'agit donc d'une explosion intérieure. Là encore, mensonge automatique. Bon, alors, Pierre-Henri Bunel. Cette affaire, c'est à l'évidence une attaque extérieure. Cette affaire me paraît extrêmement intéressante à connecter avec une information qui est sortie ce matin, il me semble, oui c'est ce matin, ou hier matin, selon laquelle, sur la chaîne de télévision arabe Al Jazeera, le CNN arabe, on aurait eu encore une diffusion de cassettes de quelqu'un de Al-Qaïda. Alors, le CNN donc a présenté cette cassette. La télévision qui relayait ça, qui devait être Euronews, a pris quelques précautions en disant nous ne sommes pas sûrs de l'authenticité de la cassette, mais nous la diffusons quand même. Et selon cette cassette, où la voix est vraiment inaudible, c'est très difficile de reconnaître, on ne pourrait pas identifier qui parle. La personne qui s'exprime donc dit que cet attentat contre le bateau français, donc là carrément ils disent un attentat, on ne s'occupe pas de savoir ce que disent les officiels français. Cet attentat contre le bateau français est à rapprocher de l'attentat qui a eu lieu en Allemagne, enfin l'attentat raté qui a eu lieu en Allemagne. Ce Turc qui a été pris avec du matériel susceptible de faire sauter une base américaine en Allemagne, et dont la complice était une américaine travaillant aux économas de l'armée à Heidelberg. Donc ces deux attentats, cette voix les revendiquait en disant que Al-Qaïda donc s'attaquait aussi à la France et à l'Allemagne. C'est complètement idiot de croire à cette revendication. En revanche, ça tombe très bien pour la propagande américaine qui pousse à la guerre contre l'Irak, ou qui pousse à un soutien en Irak. Les deux pays qui, en Europe, sont l'un fermement opposés, l'Allemagne, l'autre à peu près opposé, la France, à un bombardement, donc qui refusent au sein de l'OTAN de soutenir cette motion de guerre contre l'Irak, ces deux pays, comme par hasard, sont touchés. Et sont touchés par Al-Qaïda. Alors, vous qui êtes arabisant, comme petite parenthèse, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça veut dire, Al-Qaïda? Alors, Al-Qaïda, on nous présente ça comme une espèce d'armée secrète dont M. Ben Laden serait le général en chef. Alors, je trouve ça stupide, parce que... C'est les poupées de l'ombre jaune, quoi. C'est exactement. C'est ce que j'ai écrit du pauvre. C'est ce que j'écris un petit peu, c'est ce que j'écris dans un livre à paraître, mais je vous en fais la révélation. Quand j'étais à l'école de guerre en Jordanie, en 85-86, depuis un petit peu plus de 2 ans, la Banque islamique de développement s'était dotée d'un système informatique de transmission des informations et des fichiers. Et y étaient abonnés une quarantaine de pays. Les 22 pays de la Ligue arabe, enfin, il n'y avait pas la Palestine parce qu'elle n'avait pas de territoire, mais donc 21 pays de la Ligue arabe, plus un certain nombre de pays de la conférence islamique. Ça permettait d'échanger des fichiers comptables. Mais les Arabes, enfin les musulmans, la Banque islamique de développement ayant bien fait les choses, elle s'était suréquipée. Et il lui restait un certain nombre de places dans ses mémoires. Et cet intranet qu'ils avaient mis au point, qui passait peut-être, je suis pas sûr, il faudrait que je vérifie, mais qui passait peut-être par déjà le premier Internet qui existait depuis 74-75 et qui réunissait en fait des universités, des chercheurs. C'était assez lourd à mettre en œuvre. Mais un certain nombre de ces voies de communication de l'intranet de la conférence islamique
passaient par ce système. Alors il y avait du téléphone et puis il y avait de la transmission par Intelsat et par Arabsat. Ce système permettait donc d'échanger des fichiers d'information dans le cadre de la préparation des réunions de la conférence islamique, le siège de la conférence islamique étant à Jeddah à l'époque. Jusque-là, les conférences se tenaient souvent à Islamabad, mais pour préparer les ordres du jour, pour préparer les réunions, il y avait beaucoup d'échanges de fax, c'était encore lent à l'époque, et de voyages. Ce système de transmission de fichiers, c'était du texte, permettait donc d'arroser tout le monde assez rapidement, comme on fait avec Internet maintenant. Bon. C'est là que j'ai vu, sur un document qui venait de l'ambassade du Pakistan à Amman, c'est là que j'ai vu mon premier arrobase. Alors, c'était pas du tout comme ça se fait maintenant. C'était un A qui était pris entre deux pointes de flèche, celle de gauche tournée vers la gauche et celle de droite tournée vers la droite. Voilà. Alors, la base de données était en fait divisée en deux. La base de données des informations et la base de données des décisions. Des décisions ou des instructions de ce qu'il faut faire. La base de données des informations s'appelait Qaidat al-Ma'loumat, la base des informations. La base de données des instructions, des directives s'appelait Qaidat al-Ta'limat. Et tout ceci était réuni dans une seule base de données, à deux fichiers, et cette base de données s'appelait Qaidat al-Muhtiyat, c'est-à-dire la base de données. Très rapidement, on disait Al-Qaïda, la base. Alors, anecdotiquement, quand j'étais à l'école de guerre en Jordanie, quand un type, par exemple, arrivait en retard au bus, on lui disait, attention, tu vas être dans la base de données information. Ou tu vas être dans la base de données, tu vas être puni, décision. Ou alors, tu vas être dans les deux, parce que là, c'est grave, et tu vas être dans la base, ça t'accroune fil qaïda. Bon. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec ce système ? Quand on préparait les réunions de la conférence islamique, on allait chercher, on prenait le dernier relevé de décision de la session précédente, on regardait ce qui était arrivé, on préparait ses motions, et on prenait ces informations, min al-Qaïda, de la base. Maintenant, mettons-nous à la place de groupes terroristes qui cherchent à se trouver une justification politique large à une action locale. Par la mise en place du système Internet, par l'acquisition d'un caractère subversif de certaines ONG islamiques, ces gens-là ont accès aux commentaires politiques, aux grandes idées politiques de la conférence islamique. Et la conférence islamique, après tout, c'est une espèce d'ONU des pays musulmans, c'est leur truc, c'est leur problème. Et ils ont ainsi des prétextes politiques à des actions locales. Alors, quand ils envoient des directives à des terroristes pour la rédaction de la revendication de leur acte, ils donnent des directives générales disant, bon, vous allez revendiquer ça de telle manière, pour telle et telle chose, et vous allez prendre en référence, et on écrit sur la ligne Min al-Qaïda, 2 points, et on fait, on extrait, on fait d'ailleurs un copier-coller, de ce qui est dans la Banque islamique de développement. Maintenant, vous tombez sur des policiers qui saisissent ces papiers destinés à préparer une revendication. Ils font traduire. Et on a Min al-Qaïda de la base. Et à ce moment-là, on se dit, tiens, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Moi, je sais, j'ai eu à traduire des documents comme ça. Donc, très simplement, moi, un inspecteur de la DPSD qui travaillait pour le compte de la DST, il me dit, mais c'est quoi ça ? Je lui explique le coût de la base de données. Je dis, je vous l'ai traduit, mais en fait, c'est rien. C'est pas autre chose que cette base de données. Alors, maintenant, le système Bush est vachement bien. Remarquez que ça fait pas longtemps qu'on parle d'Al-Qaïda. Ben non, c'est bon. Pratiquement depuis le 11 septembre. Voilà. Mais dans nos services, on savait ce que ça voulait dire. En revanche, les gens qui font de la propagande, eh ben, ils ont trouvé un nom. Ouais. Et c'est Al-Qaïda. Comme ils avaient leurs complices, leurs complices devenus coupables systématiquement de l'attentat sur le USS Cole et tous ces trucs-là, eh bien, ils ont dit, bon, allez, le patron de ce système, c'est Ben Laden. C'est vrai que la société Ben Laden, toute la famille, tout le groupe financier Ben Laden est connecté à la Banque islamique de développement, a des actions politiques
parce que la différence entre les financiers internationaux musulmans et les financiers internationaux apatrides, c'est qu'ils font du fric pour faire de la propagande islamique. On est d'accord ou on n'est pas d'accord, mais ils en font quelque chose de leur fric, et les autres font du fric pour le fric. Mais la Banque islamique de développement, elle a des directives politiques d'emploi des fonds. On va décider, par exemple, qu'on va faire un grand coup et qu'on va pousser la fabrication des trithérapies sans licence, d'abord dans une usine au Soudan, puis quand elle est bombardée en Afrique du Sud. Ça, c'est une décision politique de la conférence islamique. Parce que ça, le bombardement de l'usine, du laboratoire usine au Soudan, qu'on a attribué à des motivations stratégiques. Il s'agissait de détruire un endroit où ça fabriquait des armes chimiques, soi-disant. C'est pas vrai. Ils étaient en train de fabriquer de la trithérapie sans licence. Voilà. Alors, donc là, la puissance de feu américaine a été mise au service de la mafia des laboratoires pharmaceutiques. Évidemment. Alors, la Banque islamique de développement n'étant pas stupide, en disant, ils nous ont cassé l'usine, on va investir dans un autre labo. Ils ont pris un labo d'Afrique du Sud. Et vous imaginez bien que c'est les fous du dollar ne vont pas aller bombarder un pays avec un président noir qui s'est sorti lui-même de l'apartheid grâce à l'héroïsme de sa classe politique. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu un procès. Et ce procès a été perdu par les laboratoires pharmaceutiques, et cette usine d'Afrique du Sud fait des trithérapies beaucoup moins chères et à ce moment-là, il faut bien les payer. Qui la paye ? Banque islamique de développement, qui répandent les trithérapies au moyen de médecins missionnaires dans l'Afrique noire. Bon, on peut ne pas être avec les musulmans, c'est une chose, mais enfin, c'est leur combat. Et jusqu'à nouvel ordre, ce combat apporte plus de bien aux peuples africains qui soutiennent que le combat pour la liberté du peuple irakien, qui va amener sur l'Irak des rafales de bombes énormes, comme on l'a vu déjà une première fois en Irak, comme on l'a vu en Yougoslavie, et puis comme on le verra ailleurs. Bon. Pour revenir à l'affaire du... Donc l'affaire d'Al-Qaïda, si vous voulez, ça n'existe pas. D'accord, ça c'est clair. Alors le bateau maintenant. Le bateau, dès le premier jour, on a envisagé que c'était peut-être Ben Laden. Peut-être Ben Laden. Et comme par hasard, maintenant, il y a une revendication bidon sur Al Jazeera. Alors, moi, ça commence à solidement m'énerver. Vous parliez de mensonge tout à l'heure. On est en plein dans le mensonge. Et pourquoi est-ce qu'on est en plein dans le mensonge ? Parce qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grave qui sous-tend les systèmes occidentaux. Ce qu'il faut savoir, c'est que le système financier mondial dérive largement du système anglo-saxon et du libre-échangisme. Or, ce système financier mondial, depuis qu'il a obtenu que les monnaies ne soient plus assises sur un étalon, les monnaies sont donc complètement virtuelles, ça n'est que du papier, il a fait de la cavalerie. Et on se trouve actuellement, source judiciaire française, pôle financier, avec, par tranche de 24 heures, sur tous les groupes financiers, enfin sur toutes les places financières mondiales, un échange de valeur qui est aussi entre 1300 et 1500 milliards de dollars. C'est-à-dire que c'est plus d'un an de budget d'un pays comme la France. Donc, il y a qui s'échange. C'est le budget de la Sécu. Entre 1300 et 1500 milliards de dollars par 24 heures. Oui. C'est délirant. Mais là où c'est intéressant, c'est quand on le compare à un autre chiffre beaucoup plus significatif, qui est que dans le même temps, sur Terre, sont produits en vraie richesse, c'est-à-dire des services effectifs et des biens, qu'ils soient industriels, artisanaux ou agricoles, ou artistiques, il se fabrique sur Terre 18 milliards. Par jour. Par jour. Donc, on est de 18 à 1500. C'est-à-dire, c'est de l'ordre de 100, quoi. Alors, on peut admettre éventuellement que pour produire ces biens, il y a des valeurs qu'on peut prendre en compte. C'est-à-dire que si une usine coûte 10 milliards, et qu'elle doit durer 10 ans, elle vaut 1 milliard par an, on divise par 365, ça fait 300 millions par jour. Bon, admettons. On arrive donc à une valeur de production de richesse sur Terre qui vaut en 24 heures au maximum 50 milliards de dollars. Et c'est 1500 milliards qui s'échangent. C'est une cavalerie énorme, c'est de l'argent de Monopoly, et à force de mentir, de truquer les comptes, parce que Monsieur Messier... Excusez-moi, mais je crois qu'il faut bien le répéter. C'est-à-dire que les flux financiers sur la planète en 24 heures sont de 1500 milliards de dollars. La production de richesse, dans le même laps de temps, la production de richesse réelle, c'est 50 milliards de dollars. Autrement dit, il circule 30 fois plus d'argent 30 fois plus de richesse virtuelle, forcément. Virtuelle, fausse, oui. Qui ne s'en fait réellement. Et ces richesses virtuelles, c'est du mensonge. Or, ce mensonge
Monsieur Messier, il a bien fallu qu'il donne des comptes. Les comptes sont truqués. Enron fait faillite. Wellcome fait faillite. Et on ne parle que de cela, parce qu'après ça, on a mis le blackout sur toutes ces faillites. L'Argentine est en faillite. Non, pas l'Argentine. Les financiers argentins. Mais l'Argentine survit. Pourquoi ça se fait comme ça ? Eh bien, ça se fait comme ça parce que maintenant, il faut mettre l'argent sur la table. Et en particulier, quand on commence à trafiquer en sous-main avec des gangsters. Le gangster, il marche pas avec des lignes informatiques, il marche avec des valises de billets. Alors, il y a une chose qui est intéressante et que je viens d'apprendre. Là, vous avez... Les 3 jours où le dollar était à parité égale avec l'euro. Il y a 750 milliards de dollars qui ont été convertis en euros. Il y a en Libye des stocks solidement cachés et moyennant finance, on loue le stockage, de vieux billets de dollars. Parce que pour détruire de la monnaie, il y a une comptabilité. Donc on les a fait disparaître en les gelant. Si on fait donc des billets qui auraient dû être détruits. Des billets qu'on a fait disparaître sans les détruire, de façon à ce qu'ils ne soient plus dans la circulation. Et à ce moment-là, ça fait remonter la valeur du dollar. Parce que si vous les détruisez officiellement, la valeur, vous devez les remplacer par d'autres. Donc on a gelé, on a fait disparaître une fortune en dollars. Parce que si on n'avait pas raréfié le dollar, sa valeur serait bien inférieure à ce qu'elle est actuellement. Alors, pourquoi ils ont été obligés de faire ça ? C'est parce qu'il y a des tas de pays, je vous dis, où il faut des dollars. Oui, alors vous racontiez, vous donniez hors antenne l'exemple de ce colonel syrien, je sais pas. Colonel Omani. Voilà. Quand j'étais à l'école de guerre, ça, c'est très en Jordanie, le colonel Omani vient me voir, puisqu'il savait que j'étais de l'Union européenne. En plus, j'étais parmi les stagiaires le seul représentant d'une puissance nucléaire. Il vient me voir et il me dit, mais pourquoi les Européens vous imprimez pas l'écu ? Je vous rappelle, on est en 85-86. Parce que nous, ça nous intéresse. Les Américains, entre la façon dont ils jouent sur le cours du pétrole et la façon dont ils jouent sur le cours du dollar, eh bien, on n'arrive plus à régler nos flux économiques. Et il m'avait donné l'exemple. Lui, en 2 mois il avait, enfin, entre le mois de septembre 85 et le mois de décembre 85, il avait perdu en chiffre d'affaires, purement et simplement à cause du jeu de la valeur du dollar, 200 millions de francs suisses de l'époque. Bon. Et il me dit, si il y avait l'écu imprimé, il intéresse 12 banques centrales, il est contrôlé par 6 banques centrales. Je vous rappelle qu'à l'époque, c'est la communauté économique européenne et qu'il y a le serpent monétaire européen. Et vous ne pouvez pas jouer. Donc c'est une monnaie beaucoup plus sûre pour nous. Et je lui ai dit, mais moi, mon frère fait la moitié de son chiffre d'affaires en écu, tu peux faire pareil. Il me répond, non, c'est pas ça. Parce que moi, quand je dis à ma femme que j'ai fait une affaire de 200 millions de dollars ou 150 millions de chiffre d'affaires de dollars, elle me dit, tu peux pas me donner 400 ou 500 dollars que je m'achète des bijoux. Et je les lui donne. Si je lui dis que j'ai fait la même chose en écu, je peux pas lui donner, il y a rien. Ça veut rien dire. Donc c'est des gens qui veulent avoir de l'argent, des billets. Il faut du tangible. Alors, ça, c'est une question de culture, en quelque sorte. Ils ont déjà admis le billet, mais je vous rappelle que quand les Anglais ont versé de l'argent aux tribus arabes, c'était de l'or. Comme c'était du papier, ils n'en ont pas voulu, il a fallu amener de l'or. Ouais. Bon, maintenant, ils ont admis le papier. Mais ce qui est certain, c'est qu'il faut quelque chose de tangible. Les lignes informatiques ne les intéressent pas. Bien sûr, ils savent s'en servir. Seulement... On ne peut pas donner une ligne informatique à Bobonne pour s'acheter une marche Noël pas. Djellaba. Ça ne marche pas. Alors, si vous voulez, on est actuellement à un point de vérité. Or, si on fait une guerre, on va geler ces mouvements financiers, on va geler ce mensonge pendant quelque temps. Mais ça a été pain béni entre le 11 septembre et la reprise le 17 septembre. Ça a été pain béni pour Wall Street, ce gel de la banque, de la finance, de la place financière de Wall Street. Ça a gelé toute l'économie mondiale. Et on est actuellement dans cette situation catastrophique de mensonges, mais mensonges partout et tout le temps. Et vous pensez que ça peut être un des motifs à la détermination monomaniaque de Bush de vouloir bombarder l'Irak, de vouloir déclencher une guerre? Alors actuellement, il y a plusieurs choses. La seule solution pour les Américains qui ont perdu le contrôle sur l'Arabie Saoudite, leur seule solution d'avoir suffisamment de pétrole, c'est de contrôler le pétrole irakien. Mais ça va plus loin. Ça, c'est effectivement, c'est du court terme. Mais ça va beaucoup plus loin. Si le pétrole irakien tombe sous le contrôle
des États-Unis. Ils ont encore un certain contrôle sur le pétrole saoudien. Ils peuvent espérer le récupérer. Ils ont le contrôle sur le pétrole de Maracaibo. S'ils contrôlent le pétrole irakien, et ils l'ont fait indirectement en maintenant l'embargo, mais tant qu'ils contrôlent le pétrole irakien, Saddam ne peut pas jouer avec son volume pétrolier. C'est le premier volume pétrolier au monde. Il est capable de mettre dans une journée 10 millions de barils sur le marché. Or, vous expliquez qu'il y a que la variabilité du prix du baril doit s'inscrire. Oui. Enfin, la variation de prix du baril doit s'inscrire dans une fourchette. C'est une logique comptable. Quand, pour les compagnies pétrolières, si elles font par exemple 10% sur un baril, elles ont intérêt qu'il soit à $100 le baril. Mais les compagnies pétrolières ne sont pas que pétrolières. Ce sont des groupes financiers qui ont investi dans tout un tas de choses. Il faut donc que le coût de l'énergie soit pas trop fort pour que le système de société de consommation puisse fonctionner. Seulement, si le baril descend trop, les puits de la mer du Nord, les puits de Maracaibo, le pétrole du Texas n'est plus rentable. Et en particulier, le coût minimal moyen à atteindre, c'est 27-28 $. Il y en a qui peuvent descendre à 22. Mais si on descend, et comme Saddam a été prêt à le faire, il peut mettre lui du pétrole à $12 le baril sur le marché, il fiche en l'air tout le système. Or, Saddam est parfaitement prêt, et ça, je suis assez en contact avec les Irakiens pour en être persuadé, Saddam est tout à fait prêt à travailler avec un certain nombre de pays européens, mais pas avec les Américains. Alors, où est-ce qu'on en est actuellement ? On en est à une guerre, dans un premier temps, à court terme, puisqu'ils ont perdu le contrôle de l'Arabie Saoudite, qu'ils n'ont pas réussi à prendre le contrôle de l'OPEP, puisque leur révolution de palais du Venezuela n'a pas marché. Le Venezuela est président en ce moment de l'OPEP, C'est pour ça qu'ils ont essayé de le déstabiliser. Donc, actuellement, ils ont effectivement, à court terme, la nécessité de mettre le pied, de mettre la main, de s'emparer, des gisements pétroliers, irakiens. Okay. Pourquoi ? Il faudra que vous nous expliquiez, pas ce soir parce qu'on n'aura pas le temps de le faire, mais l'histoire de l'Arabie Saoudite, qui est extraordinaire, que vous nous avez expliqué tout à l'heure avec Patrick Goffman hors antenne, et c'est vraiment fascinant de voir à quel point on se disait avec Patrick, on ignore totalement ces choses-là. Il y a des spécialistes qui les connaissent, mais quand on les sait pas, on ne peut rien comprendre. Moi, par exemple, l'affaire les relations entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis, j'étais complètement à côté de la plaque. J'étais absolument convaincu que les Américains avaient une emprise totale sur l'Arabie Saoudite et qu'ils faisaient ce qu'ils voulaient là-bas. Et non, vous m'avez expliqué que c'est pas vrai du tout. Bon, je vous ferai un article pour le Libre Journal. Voilà, ça c'est une bonne idée. Parce que il faut clarifier les choses. Vous savez, moi, c'est du vécu de l'intérieur. Je connais bien la dynastie Saoud. J'ai été appuyé sur des anecdotes personnelles. C'était absolument passionnant. Bon, je vous ai coupé. Pardon. Revenons à l'Irak. Donc, si vous voulez, ce qui se passe actuellement, il y a une menace à long terme pour les financiers transnationaux qui contrôlent les États-Unis, et en particulier le Carlyle Group, dans lequel il y a la famille Ben Laden et la famille Bush. L'intérêt à long terme, c'est effectivement de contrôler le prix mondial du pétrole, que ce soit tout sous contrôle américain. À ce moment-là, ils peuvent s'asseoir sur toutes les revendications mondiales, s'asseoir sur tous les accords de protection de l'environnement, ils s'en foutent. Ça, c'est le long terme. Et court terme, il faut effectivement que le plus vite possible, puisqu'ils n'ont pas réussi à faire passer un pipeline à travers l'Afghanistan, ils se sont plantés en Afghanistan, de toute façon c'est normal, c'est perdu. Comme ils n'y sont pas arrivés, il va falloir impérativement qu'ils aient le pétrole Arabian Light de l'Irak, qui est de bien meilleure qualité que celui de la Caspienne en plus. Pierre-Henri Bunel, je vous remercie. On pourrait aller plus loin, être plus long, mais je vous demanderai de revenir, bien sûr, parce que vous allez faire un papier Attendez, je vous donne la parole tout de suite. Non, c'était pour vous allez faire un papier dans le Libre Journal, j'ai retenu la promesse, et je sais qu'elle sera tenue, d'autant que cette semaine même, il y a un papier de vous dans le Libre Journal, qui est un papier tout chaud, on peut dire, puisque c'est un papier sur l'affaire du Limbourg, sur l'affaire de l'attentat contre le pétrolier français dans le port, au large des côtes du Yémen, et qui apporte un éclairage tout à fait intéressant sur cette affaire qui est très importante. Je voudrais vous poser une dernière question. Je vous donne la parole tout de suite. Non, excusez-moi, mais non, c'est un auditeur qui demande, il a dû prendre l'émission en route, pouvez-vous s'il vous plaît rappeler le nom et la qualité de votre invité ? La qualité, il est intelligent, il est bien informé, il est aimable, je suis officier de l'armée française actuellement
Je suis à la retraite. À la retraite, voilà. Je suis l'ancien commandant Bunel. Voilà. À la retraite maintenant, et j'étais officier de renseignement, spécialiste de l'armée et de l'administration américaine et du monde arabe. Parce que les deux sont liés, ont toujours été. Et je suis écrivain maintenant. Alors, donc ma dernière question, après j'aurai une autre question à vous poser, mais sur cette affaire de la situation politique internationale, est-ce que vous pensez que la guerre est inévitable, très probable, quel degré de probabilité? La guerre est très probable. Je n'ai plus d'espoir que dans les manifestations populaires qui ont lieu un petit peu partout, en particulier aux États-Unis. Et ce qui est intéressant, moi j'ai un frère qui habite aux États-Unis depuis 20 ans, qui est venu me voir il n'y a pas longtemps. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'à l'intérieur de la société américaine, il y a des tas de gens qui en ont marre. Mais évidemment, avec le Patriot Act, la presse n'en fait pas état. D'accord. Alors, une dernière question, un autre sujet qu'on va évoquer rapidement, si vous voulez. Vous nous disiez tout à l'heure que vous aviez été aux Espagnes. Oui, absolument. Comme disait, qu'est-ce qu'il disait ça Moi, je dis en stage. Oui, en stage, donc à l'Institut de formation et de santé de la rue du même nom. Ouais. Et vous aviez comme voisin de détention, alors c'est extraordinaire parce que c'est le bottin mondain. Vous aviez donc Papon, vous aviez Carlos, vous aviez Sirven, Schuller. Alors Carlos n'était pas dans la même aile que nous, il est à l'isolement, mais j'ai eu l'occasion souvent de discuter avec lui. Alors racontez à nos auditeurs l'anecdote que vous nous racontiez tout à l'heure à propos de cette conversation avec Carlos parce qu'elle est trop rigolote. Un jour j'étais donc en attente d'aller dans la cour de promenade puisque le surveillant avait pas les bonnes clés, etc. Bon, j'étais donc dans une espèce de sas qui donne accès à la cour du QHS, puisque c'est là qu'on se promenait à l'époque quand j'étais en détention provisoire. Et d'une fenêtre, il y a un homme qui m'interpelle avec un accent hispanique, mais parlant bien le français, c'était Carlos. Et il s'assure de mon identité, parce que, bon, il m'avait bien vu à la télévision, mais enfin... Et je lui dis qui je suis, qui est mon avocat... Et puis, comme le surveillant, ça commençait à l'énerver qu'on parle, eh bien, moi je lui réponds en arabe. Carlos, voyant que je parle l'arabe, il parle l'arabe aussi, il parle très bien l'arabe. Et on parle de choses et d'autres. Et à ce moment-là, j'entends une voix avec un accent de banlieusard d'une cellule à côté qui dit « Oh Carlos, qui c'est ? Qui c'est lui ? Qui c'est ?» Et Carlos qui répond « C'est le combattant Bunel. » « Ah bon, et qu'est-ce que vous parlez ? On parle l'arabe. » Et le taliban banlieusard était un membre du réseau Chalabi qui était à l'isolement et qui parlait pas un mot d'arabe. C'est quand même fabuleux. Là, on est au cœur du paradoxe, du caractère grotesque de cette société de fous furieux, où un arabe, un militant islamiste enfermé à la santé, parle français avec Carlos et Bunel, qui eux parlent entre eux arabe, parce que le militant islamiste ne parle pas un mot d'arabe. Ah, voilà. Bon, vous avez donc côtoyé Maurice Papon. Oui, bien sûr. Et en quelques mots, l'impression que vous avez tirée du personnage. Alors, d'abord, un homme de grande classe, avec une intelligence encore vive, malgré indiscutablement une santé très fragile et des handicaps qui sont liés à l'âge. Hein. Il entend mal, il a du mal à marcher, extrêmement courageux et digne. Et j'ai beaucoup de respect et d'amitié pour lui. D'ailleurs, nous sommes toujours en contact. Mais c'est pas la peine d'essayer de le contacter par moi. C'est pas la peine. Je vous le dis tout de suite. Non, mais parce qu'il y a d'autres qui écoutent votre radio. Je considère. Je ne m'étendrai pas sur l'affaire, le jugement proprement dit. Non, mais je considère que sa mise en liberté, j'allais dire honore la France. Non, elle me paraît naturelle. Le contraire aurait déshonoré notre corps médical et nos experts judiciaires. Personnellement, je n'ai pas de grief, malgré ce qui m'est arrivé, contre l'administration pénitentiaire et contre les juges d'application des peines. S'il a été libéré, c'est qu'effectivement, il fallait qu'il fût libéré. On ne lui a pas fait de cadeau, je vous garantis. Merci Pierre-Henri Bunel. Alors, rendez-vous bientôt pour une autre émission. Alors, vous avez publié très prochainement un livre. Voilà, alors vous pouvez en donner le titre ? Oui, j'ai un livre qui est en cours de finition, qui s'appelle Le Sycomore de Jéricho, qui va faire tout un tas de révélations sur la crise du Moyen-Orient, sur la façon dont les Américains s'y sont impliqués et pas impliqués. Et j'ai participé à un livre
qui est dans la suite du livre de Thierry Messant. Il y avait une question d'auditeur justement là-dessus. Je m'en vais vous la lire tout de suite, parce que partagez-vous la totalité des thèses développées dans l'effroyable imposture ou uniquement ce que Emmanuel Ratier, le premier, dans Faits et Documents, a mis en avant, à savoir le mystère de l'avion du Pentagone. Alors justement, le livre que vous, dont vous parlez... D'abord, le premier livre, L'effroyable imposture, Thierry Messant l'a écrit seul ou avec son équipe. J'aurais dû y participer, mais la cour d'assises a décidé autrement, donc je n'ai pas pu y participer. La thèse du complot américain me paraît évidente. Mais il est moins simple que ne le dit Thierry Messant, et à mon avis beaucoup plus grave. Le complot n'a pas été seulement ourdi par l'administration américaine, il a été renforcé par une opposition interne. Donc, il y a d'énormes questions. Je ne me suis pas penché sur les 2 tours du World Trade Center, mais il y a des tas de questions sur cette affaire-là, sur les tours du World Trade Center, parce que la tour numéro 7 qui est tombée le lendemain, moi, je la connaissais pour être allé y travailler à son premier étage. C'était un centre de la CIA. Et il n'y avait aucune raison qu'elle tombe bas. Mais sur le Pentagone, ce qui est absolument clair, et là je vous recommande la lecture de ce livre, non pas parce que j'y ai participé, je ne touche pas de droit d'auteur dessus, mais parce qu'il est extrêmement bien fait par tous les gens qui y ont participé. Bon, moi je n'ai signé quand même un chapitre technique, mais surtout le choix des photos. Les photos viennent toutes de la presse américaine ou du département d'État ou du département de la Défense. Elles viennent pas de notre poche. Il y a un croquis de un schéma que j'ai fait moi de fonctionnement d'une charge creuse, mais il est clair que le seul doute qui nous reste à la fin de ce livre, ce n'est pas si c'est un missile ou non. C'est un missile, je crois dire, qui a frappé le Pentagone. C'est de savoir le modèle, et ça nous permettrait en gros de savoir de quelle portée il a été tiré. Mais compte tenu de la puissance de la charge et donc de la portée relativement faible du missile, ce missile est parti d'un avion dans l'espace aérien américain. Alors le livre s'appelle Le Pentagate. Le Pentagate, il est édité aux éditions Carnot. C'est un bouquin qui est signé Messant, mais auquel vous avez... il est marqué sous la direction de Thierry Messant, et il y a un chapitre qui est carrément signé de moi. Aux éditions Carnot, dont vous êtes directeur de collection, ou vous êtes directeur de collection? Voilà, alors j'ai ce titre pour le moment, mais je crois qu'on va changer, je vais encore faire autre chose, mais en fait je travaille en liaison avec les éditions Carnot. Il y a un autre bouquin formidable à lire aux éditions Carnot, ils font des choses vraiment extraordinaires. Là, ils viennent de sortir un truc qui est très rigolo, je vais faire un grand papier prochainement, c'est La sorcellerie au cœur de l'État. Ah oui, ça c'est génial. Pas mal du tout, écrit par un haut fonctionnaire, une dame haut fonctionnaire qui s'appelle Madame Jumel. Et alors là, ça décoiffe drôlement. C'est écrit à mots couverts, mais enfin, même bien couvert, le vent souffle. Hein. Et puis, il y a le bouquin sur le Crédit Lyonnais. Voilà, le Crédit Agricole. Le Crédit Agricole hors la loi, point d'interrogation, c'est extraordinaire. Ça fourmille de renseignements et d'informations avec des noms de juges impliqués. Hein. Je veux dire, et ce livre a été poursuivi en référé par le Crédit Agricole. Le tribunal des référés a retardé d'1 semaine sa parution parce que c'était la fin de la campagne de publicité pour l'achat des actions du Crédit Agricole. Mais ce livre est extrêmement intéressant car le Crédit Agricole, qui d'ailleurs doit racheter le Crédit Lyonnais, a repris auprès de la classe politique le rôle délétère de fournisseur d'argent sale que tenait le Crédit Lyonnais à l'époque. Ça, c'est extrêmement intéressant. Je sais pas moi qui l'ai écrit, je touche pas un rond dessus. Merci Pierre-Henri Munel. Patrick Goffman, je vous accorde le temps qui vous sera nécessaire pour nous faire un point sur un autre détenu, qui est le détenu Limonov. Écoutez Serge, il me semble d'abord que nous sommes sur Radio Courtoisie, où je me trompe fort. Et ensuite que j'ai un quart d'heure à partager avec le docteur Dor qui défend une cause au moins aussi bonne que la mienne. Donc je ne vais pas... 7 minutes et demie si je compte bien. Je ne vais pas abuser de mes 7 minutes et demie. Merci Victoria. Je ne vais pas non plus faire un résumé des épisodes précédents. D'abord parce qu'on vient de le dire, je n'en aurai pas le temps. Et ensuite, parce que ça pourrait fatiguer le grand nombre d'auditeurs de Radio Courtoisie qui m'ont déjà entendu faire ce résumé. Les autres voudront bien m'excuser. Alors, on vient de le voir, les patriotes en France, comme le commandant Bunel, doivent faire des séjours réguliers et prolongés en prison. Il en est de même en Russie, puisque
notre ami Édouard Limonov est un grand écrivain de carrière internationale et un grand patriote. Et on peut penser que c'est à ce titre qu'il est en prison depuis 1 an et demi. Son affaire vient d'entrer dans une phase nouvelle puisque son procès a commencé à Saratov sur la Volga, à 500 km de Moscou, une petite ville, une ville moyenne où la majorité des correspondants de presse étrangers n'ont pas eu le courage de se rendre. C'est pourquoi nous avons des nouvelles assez rares. J'attends d'un moment à l'autre, et j'en ferai état naturellement dans le Libre Journal version papier, dès que je l'aurai obtenu, une correspondance de notre ami Mark Amos, le journaliste américain qui publie à Moscou Exile, un hebdomadaire, un mensuel anglophone, qui lui s'est rendu à Saratov et qui m'a promis des nouvelles fraîches pour bientôt. Donc nous avons la presse russe qu'il nous faut péniblement traduire, et nous savons par le journal, le quotidien russe Kommersant, nous savons que la première audience du procès Limonov s'est déroulée vraiment dans un climat extrêmement étrange, que je résumerai sans revenir sur les pièces à conviction qui sont des vareuses, une vareuse camouflée, un caleçon saisi dans le bunker du Parti national bolchevique de Limonov à Moscou, des résumés de conversations enregistrés par les services de sécurité, le FSB, à l'exclusion des conversations intégrales, c'est-à-dire que ce sont des conversations entre les inculpés qui sont traduites par le FSB, à Douzoum Delphini, on aurait dit en d'autres temps. Je résumerai simplement l'atmosphère étrange de ce procès en citant la déclaration du procureur Serge Verbin à la correspondante locale du journal Kommersant. Le procureur a déclaré ceci: les idées du Parti national bolchevique accusé et en procès pour terrorisme, je le rappelle, ces idées me paraissent séduisantes en tant que citoyen, ce qui est tout de même hallucinant, mais bon, elles ont été promues dans des conditions illégales, et donc il convient de les réprimer. Mais, ajoute-t-il, je n'ai reçu aucune espèce d'instruction du parquet, et je n'ai pas a priori l'intention de maintenir Limonov en prison. Alors pour finir, donc, on peut dire que devant 1 an et demi de préparation pour ce procès, c'est très étrange de le voir dans une petite ville de province prendre cette tournure un peu grotesque, et on ne sait pas trop s'il faut en concevoir de l'espoir ou de l'inquiétude. D'autant moins, et j'en finirai par là, qu'il faut se rappeler que Poutine n'aime pas les écrivains. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le magazine Marianne qui consacre dans son dernier numéro, daté du 7 au 13 octobre, un article à ce sujet, Russie, Poutine n'aime pas les écrivains, et qui rapporte les malheurs d'écrivains comme, qui n'ont pas une notoriété internationale comme Limonov, comme Vladimir Sorokin, Bayan Cherianov ou encore Victor Pelevin, et qui sont persécutés par ce que immédiatement Marianne compare à des jeunesses hitlériennes, parce que on ne connaît pas d'autres termes de comparaison dans la presse de gauche ou d'extrême centre, plus précisément en ce qui concerne Marianne, persécutés donc par des admirateurs du président Poutine pour des œuvres un petit peu légères, un petit peu érotiques. Ce qui me frappe, c'est que Marianne peut consacrer 2 pleines pages à ce sujet. Poutine n'aime pas les écrivains, en évoquant seulement les critiques violentes et publiques que des admirateurs de Poutine font contre ces écrivains, mais sans dire un seul mot, sans même citer le nom de notre ami Limonov, qui vient de passer 1 an et demi dans une des prisons les plus dures du monde, et qui est menacé de 20 ou de 22 ans de prison. Les amis, vous parliez de camarades tout à l'heure, les camarades de Marianne, journalistes moi-même, je ne leur fais pas mon compliment. Je trouve qu'il y a des silences plus bas, beaucoup plus bas encore que les pires insultes. Et je vous remercie, Serge, de
m'avoir donné la parole. Merci Patrick. Il faut ajouter une chose, c'est que, pardon, excusez-moi, Henri, il faut bien préciser une chose, c'est que, en ce qui concerne, pourquoi j'invite Patrick à parler de Limonov dans cette émission et dans le Libre Journal, c'est parce que Limonov est un citoyen français. Il a des papiers d'identité français. Or, il y a quelqu'un d'autre qui a des papiers d'identité français, c'est le terroriste arabe Messaoui, vers lequel se sont précipités ventre à terre tout le banc et l'arrière-banc des mafieux, des mafias invertis du Quai d'Orsay, pour l'aider, pour lui apporter le secours, qu'il refusait en disant « je suis pas français, je veux pas de vous, foutez-moi la paix », etc. Et Limonov, qui demande l'aide des autorités françaises, lui ne reçoit absolument aucune aide. Donc ça me paraît scandaleux, ça me paraît scandaleusement raciste. Voilà le mot, ça c'est du vrai racisme alors. Parce que d'un côté il y a un blanc qui est abandonné et de l'autre côté il y a un arabe qui est chouchouté. Ils sont tous les deux français de papier, c'est une affaire entendue. Alors ou on les abandonne tous les deux, ou on les chouchoute tous les deux. Mais on peut pas choisir en fonction de leur espèce de naissance. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle je continuerai à défendre Limonov. Sur le fond, évidemment, il est dans la même situation, toute proportion gardée, que François Lalin, tout à l'heure, qui risque de se retrouver devant les assises avec une inculpation phénoménalement grave pour avoir foutu de la crème à raser sur le visage d'un curé conciliaire qui plus est. Alors, on est vraiment dans un monde maintenant de fous furieux où l'arbitraire règne, le totalitarisme gauchardin règne absolument, et c'est insupportable, il faut se défendre contre ça. Plusieurs auditeurs demandent les coordonnées de l'éditeur du Pentagate. Alors, retenez cet éditeur, il est vraiment, il fait du bon boulot, hein. Alors, l'édition, enfin, la maison d'édition s'appelle Carnot, édition Carnot. L'adresse est 10 quai Jean Mermoz à Chatou, 78 400, je crois, Chatou. Et si vous voulez donc commander ce livre, vous pouvez l'avoir dédicacé si vous le commandez directement chez l'éditeur. Je ne sais pas quel est le prix. Vous pouvez répéter l'adresse, s'il vous plaît. L'adresse, c'est 10 quai Jean Mermoz, édition Carnot, 10 quai Jean Mermoz, 78 400 Chatou. 78 400 Chatou, et ce sont les éditions Carnot, comme le célèbre sadique. Comme le célèbre sadique. Sadique Carnot. Maintenant que les auditeurs, comme Serge lui-même, ont un stylo à la main, j'enchaîne. En donnant l'adresse de Limonov, il serait charitable, il serait juste, pour ceux qui le peuvent, pour ceux qui s'intéressent à son affaire, de lui écrire un mot, ne serait-ce qu'une carte postale. Il a demandé des livres, de préférence des biographies. Alors ceux qui peuvent acheter une enveloppe matelassée. Français, hein. Oui, bien sûr. Il est français, il est franco-russe. Donc je rappelle son adresse. Alors c'est à l'envers, hein, pour la Russie. On commence par Russie, Saratov, Ulitsa. Il suffit de mettre UL, hein, pour abréger. Kutiakova, 107. Non. Kutiakova. Ulitsa, c'est rue. Ulitsa. Kutiakova, K-O-U-T-I-A-K-O-V-A, 107, à la ligne. CU 3064, bar 1. Corpus, avec un K, K-O-R-P-U-S, Corpus 3, K125, à la ligne, et suit le vrai nom de Limonov, Savienko, S-A-V-E-N-K-O, E.V, et pour les postiers français, on ajoute Fédération de Russie. J'ajoute seulement plus rapidement mon adresse électronique, patrick.goffman, G-O-F-M-A-N, @wanadoo.fr. Je réitère mes remerciements à ceux qui récemment encore, et à celles qui récemment encore eu la bonté de m'envoyer un chèque pour combler les notes de téléphone faramineuses que cette affaire m'occasionne. Et surtout qu'on ne se gêne pas pour continuer à m'envoyer des chèques à mon ordre au Libre Journal, 4 Place France, liste 75010. Merci Patrick. Docteur Dor. Pardon. Le docteur Grenouillot insiste pour que vous appeliez maintenant à une manifestation. Voilà. Alors, de quoi s'agit-il? Voilà, alors il s'agit d'une chose horrible, je dirais, symptomatique.
C'est-à-dire que le budget va bientôt être discuté à l'Assemblée nationale. Et il est scandaleux que l'avortement soit remboursé. On rembourse le crime, c'est quand même étonnant. Mais alors, auparavant, c'était les impôts qui finançaient, donc c'était quand même assez incroyable. Ce remboursement paraissait si incroyable qu'on ne pouvait pas quand même le mettre sur le dos de la sécurité sociale. Mais c'est ce qui va arriver. La chose est présentée donc à l'Assemblée nationale. Et ce qui veut dire que l'avortement, finalement, est médicalisé une fois. Alors là, je dirais, la boucle est bouclée. Le fœtus est assimilé à une tumeur. Il a été affaibli à une tumeur, la grossesse est une maladie. Et après tout, le médecin, une des armes de la médecine, n'est-ce pas? C'est évidemment les antibiotiques, tout ça. Mais c'est aussi la guillotine Alors, je dirais, c'est incroyable parce que si on permet aux médecins de tuer, il est absolument certain qu'on tue ainsi la médecine. Car les gens ne sauront plus qui est qui, n'est-ce pas? Ça va arriver déjà, la chose est là, avec l'euthanasie. Alors, la situation, je trouve, est extrêmement grave. Les choses sont extrêmement claires, mais on finit par un peu les voir tellement on est habitué aux mauvaises nouvelles. Donc là, je crois que, vous savez, il est dit dans l'Évangile, nous avons chanté sur les places publiques, nous avons joué de la musique et vous n'avez pas dansé. Eh bien, je dirais, cette phrase est pour nous. Le Christ appelé à la mobilisation, avec plus ou moins de succès, je dirais, lui aussi. Mais nous ne pouvons pas ne pas appeler, je dirais, vienne qui pourra, bien entendu, mais on ne peut pas indéfiniment tout accepter, je ne crois pas. Et là, vraiment, la coupe déborde. La France n'est plus la France, elle n'est plus la fille aînée de l'Église si le fait de tuer est maintenant dans la panoplie des médecins. Elle l'est déjà depuis longtemps, mais maintenant, la chose est entérinée. Enfin, elle va être entérinée très certainement. Alors, c'est une horreur, n'est-ce pas? Voilà. Alors, vous êtes tous appelés à venir le 15 octobre, mardi, donc c'est assez proche, mardi 15 octobre, à partir de 15h, mais ça peut commencer à 14h30, à l'angle de la rue Aristide Briand, qui longe l'Assemblée nationale, avec la fin du boulevard Saint-Germain, donc près du pont de la Concorde, en face du kiosque de l'Assemblée nationale. C'est tout près de l'Assemblée nationale, métro Assemblée nationale. La manifestation durera jusqu'à 19h, de façon à permettre ceux qui ne sortiraient pas trop tard du bureau puissent venir. Il y a 7 associations actuellement, et d'autres peut-être aussi, mais enfin 7 officielles, disons. Bon, alors il y a Monsieur Grenouillot, c'est-à-dire le comité pour sauver l'enfant à naître, c'est lui l'organisateur. Il y a à l'OCP à choisir la vie, il y a Laissez-les vivre, il y a la Rivage, qui est une association de Tours, il y a l'association pour les médailles de la famille française, il y a Renaissance catholique, et enfin notre organisation, donc SOS Alors, Tout Petit. rappelez la date. Alors la date, c'est le mardi 15 octobre à 15h, c'est très proche. Est-ce que j'ai le temps de dire qu'il y a d'autres manifestations parce que Non, pas maintenant, il faudra que vous reveniez, docteur, on n'a plus le temps. Eh bien voilà, j'en ai terminé. Merci beaucoup, mais vous reviendrez à chaque fois que vous voudrez pour présenter les autres manifestations. Et là, on est un peu serré. J'ai un message à passer à propos de Pierre-Marie, le professeur de piano. J'ai trouvé des lettres ce matin, enfin tout à l'heure en arrivant à la radio, plusieurs lettres d'auditeurs qui me disent on n'a pas compris, on n'a pas le numéro de téléphone, donnez-nous le numéro. Alors, je suis très précis. Pour joindre le professeur de piano sans solfège, Pierre-Marie qui enseigne le piano sans solfège, il faut laisser un message, enfin il faut laisser votre numéro de téléphone au Libre Journal. C'est la seule solution qu'on ait trouvée, parce que Radio Courtoisie ne peut pas s'occuper de ça. Donc, vous appelez. Alors, on est obligé de fixer des horaires, parce que autrement, on passe notre temps à répondre au téléphone pour ces choses-là, c'est pas possible. Donc, appelez, s'il vous plaît, entre 10h et midi, tous les matins, le 01 45 23 51 01. C'est le numéro de téléphone du Libre Journal. Toute la journée, vous pouvez appeler pour d'autres choses, mais pour Pierre-Marie, soyez gentil de vous limiter entre 10h et midi au 01 45 23 51 01. Et à ce moment-là, vous donnerez votre numéro de téléphone qui sera communiqué à Pierre-Marie, qui prendra contact avec vous pour vous faire découvrir les merveilles du piano sans solfège. Voilà. Commencez à lire les messages, enfin les annonces, si vous voulez. Les messages Conférence de Monsieur l'abbé Néry, le samedi 12 octobre à 15h30,
86 rue de Grenelle, Paris 7e, métro rue du Bac, sur le thème « L'évangélisation du Mexique ». Merci, on a fini. Donc, je reprends la parole dans 2 minutes pour finir les annonces et on le cédera la place à Daniel Amiche. Mais vous restez, Victoria. Alors, Victoria, les messages, quelques messages, parce que la plupart on a répondu au cours de l'émission. Nous sommes le 10 octobre. Le 16 octobre devrait avoir lieu à la basilique Saint-Denis, à 12h, la messe commémorative de l'assassinat de Marie-Antoinette. Compte tenu que cette basilique a été souillée honteusement, je me demande si je vais assister à cette commémoration, que je n'ai jamais manqué. Cruel dilemme. Qui me répondra, nous dit cette auditrice. Vous pouvez y assister, bien sûr, parce que la basilique a été souillée, mais enfin, elle n'a pas été, comment dit-on, déconsacrée. Elle reste un lieu sacré. Et puis, si ça vous ennuie d'aller à Saint-Denis, ce que je comprends parfaitement, vous pouvez le dimanche 13 à 15h... À 15h30, aller à la messe à la Concorde. Place de la Concorde. Ça a l'air étonné, Daniel. Non, c'est l'heure. 15h30, voilà. Très jolie lunette. Merci. Continuons. Oui. Un adjudant-chef dont je ne dis pas le nom. On peut le dire. Bon, adjudant-chef Maillet, adhérent, très mécontent contre Serge de Beketch, qui a l'air de vouloir soutenir M. Papon. Dominique Salan, 11 ans, a été déposé par Papon à 1h du matin sur le trottoir de la rue de la Pépinière. Alors, je vais répéter ce que j'ai déjà dit, mais apparemment, il y a des auditeurs qui ne comprennent pas bien, parce qu'il y a un auditeur qui me dit « Vous avez retourné votre veste ». J'ai dit à ce micro, il y a un certain temps déjà, parce que la façon dont je considérais Maurice Papon. Je considère que Maurice Papon est un fonctionnaire sans état d'âme ni compassion. C'est un préfet, il a servi l'État français, il a servi la France de l'épuration, il a servi l'État gaulliste, il a servi l'État pompidolien, il a servi l'État giscardien, il aurait servi l'État communiste si les communistes avaient gagné les élections, parce que c'est un fonctionnaire comme ça. Voilà, bon, point à la ligne. Donc je n'ai pas de sympathie pour Papon. C'est pas du tout lié à ce qu'il a fait ou pas fait à l'époque de l'occupation, parce que je pense que tout ça est un pur et simple montage. Je l'ai écrit dans le Libre Journal. J'ai écrit ce que je pensais et surtout ce que je savais sur les ressorts secrets de cette très étonnante affaire. Cela étant, il faut reconnaître une chose, c'est que cet homme très âgé a subi une épreuve effroyable. Après avoir été ministre et après avoir été porté au sommet du Capitole, il a été jeté au bas de la roche tarpéienne. Il a souffert dans sa chair, dans son âme, 1000 morts. Et ce qu'on lui a fait subir est scandaleux, étant donné que c'est au service d'intérêts répugnants. Voilà. J'ajoute que, à son âge, il était honteux de le laisser en prison et que je me félicite qu'il ait été remis en liberté. Cela dit, je n'ai pas oublié l'attitude de Papon quand il s'est agi de faire la guerre à l'OAS. Il a fait la guerre à l'OAS, il a fait la guerre à l'Algérie française, il a fait la guerre d'ailleurs au FLN aussi. C'est un fonctionnaire d'exécution qui a fait ce qu'on lui disait de faire au moment où on lui disait de le faire. Voilà. C'est pas une raison pour le laisser crever en prison. Et en plus, j'ajouterais que sur le plan simplement humain, j'ai trouvé que le fait qu'il soit sorti debout de la prison alors qu'on avait dit qu'il était malade et grabataire, c'était une élégance, d'une grande dignité, parce qu'il aurait pu évidemment faire le cinoche de se faire sortir sur une civière, tout égrottant, et ça aurait enlevé une arme à ses ennemis. Donc, j'ai pour lui... je n'ai ni sympathie ni amitié pour lui, mais j'ai de la considération et du respect pour le courage dont il a fait preuve et de la compassion pour le malheur qu'il a frappé. Voilà, je pense que j'étais assez clair. Monsieur de Beketch, vous qui il y a quelques minutes dénonciez les collaborateurs, que pensez-vous du chef collaborateur pro-arabe, Monsieur Bunel ? Je pense surtout, cher auditeur, qu'il faudrait quand même vous tenir au courant de l'actualité, parce que si Pierre-Henri Bunel était dans cette émission ce soir, c'est parce qu'il est plus officier de l'armée française. On l'a invité à quitter l'armée, et on l'a invité à quitter l'armée après l'avoir accusé d'avoir, trahi la France, qui est grotesque, au profit des Serbes par haine des musulmans. Alors maintenant, vous venez m'expliquer que c'est un collaborateur des Arabes. Il se trouve que Pierre-Henri Bunel, que je connais bien, connaît très bien les Arabes, qu'il est arabisant et qu'il a, comme Jeanne d'Arc, à l'égard des Anglais,
certainement un sentiment de grande sympathie pour les Arabes quand ils sont chez eux. Sentiment que je partage d'ailleurs. Moi, j'aime beaucoup les Arabes chez eux, j'aime beaucoup les Africains en Afrique, j'aime beaucoup les Anglais en Angleterre, les Allemands en Allemagne. Il y a que les Russes en France que j'aime bien. Le reste, je n'aime pas. Voilà, c'est aussi clair que ça. C'est tout. C'est le dernier message. Et j'ai eu une annonce encore. La séance de dédicace du livre de Marie-Madeleine Del Perugia, Madame de Pompadour, aura lieu le samedi 12 octobre de 14h30 à 18h à la librairie Âmes et Racines, 11 place Saint-Louis à Versailles. Je rappelle que le couvent Saint-Antoine, qui a été fondé par le révérend père Eugène de Ménilmontant, un grand personnage, et qui aujourd'hui est dirigé, c'est comme ça qu'on dit, Daniel, moi je suis dans les termes, dirigé par le révérend père Antoine. Donc, le couvent Saint-François, dirigé par le révérend père Antoine, a décidé de créer une annexe qui sera réservée aux novices, et qui s'appellera le couvent Saint-Antoine. Ça se passe à Morgon, et donc, ils ont besoin pour ça d'aide pratique, parce qu'il y a deux frères, enfin un père, le père Jean, et un frère qui sont allés tout seuls reconstruire un site d'ailleurs merveilleux, qui se trouve lui à Oranque dans le Gers, et à deux ils ont un travail fou, quoi. Il faut porter charrier des brouettes de cailloux, enfin des trucs incroyables. Donc ils sont extrêmement fatigués, c'est très très pénible pour eux. Donc ils appellent à l'aide. Alors ils appellent à l'aide notamment des jeunes gens qui pourraient, pendant leurs vacances, c'est-à-dire du 19 octobre au 4 novembre 2002, puis du 15 février au 6 mars 2003, du 12 avril au 28 avril 2003, du 30 juin au 1er septembre 2003, mais on vous en reparlera, venir là-bas, ils seront hébergés dans des familles amies et ils pourront travailler à la restauration de ce magnifique endroit. Vraiment, j'ai les photos sous les yeux, c'est quelque chose de très très beau. C'est entre Lectoure, Florence, Montauban et Agen, si vous voyez. Et pour ça, il faut donc téléphoner au 02 31 80 44 72. C'est monsieur et madame Goury qui sont, si je ne me trompe pas, les parents du père Jean qui ont pris en charge ce service. Donc vous appelez 02 31 80 44 72 et vous dites je voudrais venir à telle période pour aider. Je vous laisse imaginer l'ambiance. Ce sont des frères capucins. Alors vous n'avez pas mangé du foie gras à tous les repas, mais vous n'allez pas vous ennuyer du tout. Maintenant, si vous n'avez pas l'âge, pas le temps, pas la force de porter des cailloux, vous pouvez apporter votre pierre quand même au moyen d'un chèque à l'ordre de la Providence, compte chèque postal numéro 1704.43, Lyon. La Providence, compte chèque postal 1704.43 à Lyon, et vous l'envoyez au couvent Saint-François, Morgon, 69 210, Villiers-Morgon. Couvent Saint-François, 69 210, Villiers-Morgon. Voilà, je conseille aux jeunes gens de se mobiliser parce que j'ai vu des photos du père Jean que j'ai pas le plaisir de connaître, mais qui me paraît un personnage intéressant. C'est un ancien officier parachutiste. Je pense qu'on ne doit pas perdre son temps à fréquenter ce genre de personnage qui, après avoir servi la France, va servir le bon Dieu. Vous savez que le foie gras n'est pas exclu parce qu'ils mangent ce qu'on leur offre. Ah bon, alors si on leur offre du foie gras, si vous voulez envoyer du foie gras aux capucins, ne vous gênez surtout. Ils se plaignent aux alentours de Noël de recevoir trop de saumon à la fois parfois. C'est comme à Riaumont où il aurait arrêté de manger du foie gras d'ailleurs, je crois, pendant des mois et des mois, enfin pas des mois mais des semaines, parce qu'ils avaient reçu un stock de foie. Ils ont bu de l'orangina une fois pendant des mois, les gosses étaient affolés et on leur a livré des palettes d'orangina. Voilà. Et ben c'est tout ce qu'on peut dire. Alors je vous souhaite une bonne semaine. La semaine prochaine je ne serai pas là puisque c'est pardon. Et il est temps pour moi de me taire et de laisser la parole à Daniel Amiche et à Cécilia que je salue. Merci. À donc 15 jours et que Dieu nous garde.